Bonjour, bienvenue à tous donc dans cette table ronde consacrée à une e-santé plus écologique, à un moment où l'urgence d'action pour la planète, pour le climat, pour la e-santé est là. Et bien après tout, la e-santé, comme tout secteur d'activité, peut se demander, elle aussi, ce qu'elle peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on l'a tous senti de manière un peu plus aiguë venir ces dernières semaines. Alors la e-santé, ce sont des datas, beaucoup de data qui sont stockées, qui circulent sur des serveurs, qui chauffent. Ce sont aussi des équipements techniques, parfois des équipements techniques lourds avec des métaux rares qu'il faut aller creuser, chercher de plus en plus profondément, de plus en plus loin. Ce sont des infrastructures de communication, de la 5G qu'il faut déployer en quantité pour aller chercher de plus en plus des populations. Bref, la santé, la e-santé a aussi son empreinte sur la planète et heureusement, des solutions existent. Il y a des mobilisations partout, des initiatives et on va rester, je vous rassure, ce matin, tous positifs autour de cette table pour évoquer cette question. Alors, honneur aux dames tout d'abord. Nathalie Baudinière, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice de l'agence de projet à l'agence santé numérique en santé à l'ANS. Autour de cette table également avec nous Benjamin Revkolevski, directeur général de Fujitsu France Industriel. Merci d'être des nôtres. Le professeur Cheikh Omar Bagayoko, merci d'être ici, d'être venu depuis le Mali, d'avoir fait ce long déplacement pour venir jusqu'à Castres au Mali. Vous êtes professeur d'informatique médicale à l'université de Bamako. Et puis enfin avec moi Yannick Leport, qui est ingénieur commercial chez All-in IT, qui est parrain de cette table ronde. All-in, peut-être un mot rapide d'ailleurs sur All-in, Yannick. Alors All-in, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va chercher en fait à racheter des parcs d'informatique pour faire du reconditionnement, pour casser un petit peu ce cercle de partir d'une économie linéaire où en général vous consommez et vous détruisez à la fin, à une économie circulaire où vous allez acheter, utiliser et à la fin réemployer éventuellement et recycler si jamais c'est le cas nécessaire. Ouais, vous êtes basé à Montpellier, vous employez, on en parlera, beaucoup de personnes en handicap dans cette filière. C'est une question toute bête, mais quand en e-santé, on parle de consommation énergétique, la première consommation qui nous vient en tête, c'est finalement l'ordinateur, le PC. Voilà, l'ordinateur, la mobilité. Donc ce sont deux postes qui sont très très gourmands. Si je peux vous donner un petit exemple par rapport à un ordinateur, l'utilisation d'un ordinateur qui va peser à peu près 2 kg, 80% en fait de son impact va être lié à la fabrication des matériels. Donc en fait sur ces 80%, vous allez avoir par exemple 600 kg de matières premières, 250 kg de matières fossiles et à peu près 20 kg de produits chimiques. Le reste, finalement, c'est uniquement la partie utilisation qui va représenter près 15%, la partie logistique 4% et la partie recyclage 1%. Donc ça veut dire que quand on achète ou quand on s'équipe d'un ordinateur, c'est vraiment le coût de base, ça aurait été la fabrication physique de l'ordinateur. C'est ça qui coûte. Donc c'est ça qu'il faut conserver derrière? Alors c'est pas ça qu'il faut conserver. Ce qu'il faut faire justement, c'est plutôt que de tout le temps réacheter du matériel neuf, et il faut voir ce qu'on peut faire après. Et là, on intervient, c'est sur la fin de vie des équipements en entreprise. Donc on va tout faire effectivement pour chercher à valoriser cette matière, à pouvoir recycler ce qu'on peut faire. Donc on a un parcours qui est assez bien défini dans l'entreprise. On va racheter du matériel informatique, on va l'auditer, le passer sur des bancs de test, on va vérifier effectivement si on ne peut pas faire un upgrade du matériel pour d'autres entreprises, on va chercher à réparer. Et vraiment, le but, c'est de faire du réemploi. Donc pour ce faire, on se fournit auprès de qui? Auprès de grandes entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui participent avec nous. Il n'y a pas très longtemps, on a créé l'initiative Numérique Engagée en partenariat avec SNCF. Et d'ailleurs, Malakoff Humanis, un grand groupe, a décidé de se joindre à cette opération-là. Donc le but, c'était de faire de la collecte sur tous ces matériels. Et chez Malakoff, on a récupéré, début d'année, 9000 matériels, ce qui a généré pour nous 113 jours de travail sur du personnel handicapé. Ouais, 9000 matériels chez Malakoff. La SNCF, je suppose que ça doit être monstrueux, le nombre de PC. Sur le début de cette opération-là, on est à peu près à 45 000 équipements, dont le plus gros, même pas, c'est 45 000 équipements informatiques et 22 000 au niveau de la mobilité, tout ce qui est smartphone. Ouais, donc plus de 60 000 PC qui sont requisitionnés. C'est vrai que tout de suite, on arrive sur des chiffres incroyables. Sur un ordinateur qui vous est confié, vous allez pouvoir, alors je ne sais pas comment on peut exprimer ça, recycler, réutiliser, capitaliser, réemployer, quel pourcentage? Alors dans le principe où on va réemployer les matériels, ça va être de l'ordre de 70%, grosso modo. Et sur du recyclage pur, on part sur du 96% des matériels. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre dans une démarche finalement RSE au niveau des entreprises.
l'intérêt pour une entreprise de travailler dans ces conditions-là, de réduire son impact environnemental, c'est qu'en fait, même à la fin, au niveau d'un audit, quand on va réaliser un audit de matériel, on fournit un bilan par rapport à tout ça. On va vérifier le nombre d'économies en litres d'eau qu'on aurait pu générer. On va vérifier effectivement le nombre de jours générés en milieu adapté. Olin est une entreprise qui a actuellement 83 employés. Et sur les 83, il y en a 60 qui sont en situation de handicap, dont moi-même j'en fais partie. Si je comprends bien, vous me dites on peut réutiliser 96%, c'est ça, des métaux de recyclage, tout à fait. On peut les recycler de ce qu'on va trouver, ce qui semble énorme. Et vous nous dites aussi la partie la plus consommatrice d'énergie, la plus émettrice quelque part de CO2 ou qui a son empreinte pour la planète, c'est la partie de la construction. Tout à fait. On a tout intérêt, contrairement à ce que l'on imaginait, à finalement réutiliser, parce qu'une coque en plastique, ça va rester une coque en plastique. Éventuellement, le design il va changer un peu au fur et à mesure des années, mais c'est pas ça qui va changer la puissance du PC derrière. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises pour qui ils vont avoir un besoin spécifique avec des caractéristiques techniques données qui vont peut-être durer 3, 4, 5 ans. Et après, ces produits vont être obsolètes par rapport à leur système. Donc nous, l'intérêt, c'est justement de reprendre ces matériels, pas trop tard non plus, parce qu'après, ils n'ont plus vraiment de valeur de réemploi, de pouvoir les récupérer, les upgrader, changer un disque dur, par exemple, pour que ce soit plus performant, ou effectivement rajouter de la mémoire vive, et du coup, pouvoir faire en sorte que ces équipements soient finalement accessibles à d'autres entreprises derrière, qui n'ont pas les mêmes besoins au niveau des caractéristiques techniques des matériels. Ouais, donc la logique, c'est pas de recycler un PC pour le réutiliser moi-même dans mon entreprise derrière, mais recycler un PC qui va servir à une autre entreprise qui a peut-être des besoins un petit peu moindres en puissance de calcul ou de des mémoire particuliers. Ou voilà, on est sur les deux axes. On revend à la fois à des entreprises via des grossistes ou, si je prends le cas de Malakoff, effectivement, c'est une entreprise qui nous a donc fourni beaucoup de matériel à auditer et à faire réemployer, mais d'un autre côté, ils nous ont aussi acheté du parc en reconditionné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant, puisqu'il rentre dans les deux axes de progrès, à la fois faire réemployer du matériel et se servir du matériel réemployé. il y a beaucoup de, je trouve, d'idées préconçues qui sont en train de tomber autour de cette table. La première, hein, je vous écoute avec beaucoup d'attention, qui est de dire, quand on est face à son ordinateur, et on l'est tous quasiment tous les jours, eh ben, l'empreinte carbone principale, c'est celle qui a servi à construire physiquement cet ordinateur. Et d'une. Tout à fait. Deux, l'ordinateur, il peut être majoritairement récupéré, recyclé. Il y a tout ce débat aujourd'hui, notamment sur les métaux rares, qui entraînent des tensions géopolitiques, qui peut entraîner des guerres, qui entraînent aussi des conditions de travail qui sont terribles pour les personnes qui travaillent dans ces mines ou aller les extraire, des conditions aussi pour la planète qui sont terribles parce qu'on laisse des carrières derrière, on laisse des trous béants dans la planète qui peuvent s'effondrer à tout moment. Ça se récupère et ça se réutilise. Il y a une troisième idée préconçue que je voulais évoquer aussi autour de cette table, c'est souvent de se dire, OK, je vais faire ma BA et je vais amener quelque part mon ordinateur en recyclage, qui est déjà pas si simple à faire et qui n'est pas une démarche majoritaire. Je vais le faire, mais je suis conscient que je vais payer et quelque part ça coûte, parce que comme vous l'avez dit, on amène l'ordinateur, vous dites chaque pièce est auditée, c'est du personnel handicapé qui va y travailler dessus. Bref, je vais devoir payer pour reconditionner mon PC. Quand je suis dans une entreprise, vous en citiez tout à l'heure, qui a des dizaines de milliers d'ordinateurs, le coût risque quand même d'être très important. Alors, il y a un coût, c'est vrai, effectivement, de la partie prestation qu'on va fournir pour auditer ces PC, les reconditionner, etc. Mais il y a aussi une valeur de rachat qui est générée pour les entreprises. Donc, on va coter les éléments en fonction de leur état, leur grade, si c'est du grade A, B, C, voilà, il y a une valeur qui est faite par rapport à ça. Et l'intérêt pour les entreprises, c'est effectivement qu'il y aura à la fois une valeur de rachat et à la fois une valeur de prestation. Entre les deux, il peut y avoir une marge qui va générer, donc du coup une trésorerie. Et après, c'est la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette marge qui est générée entre les deux. Attendez, pas si vite que ça. Vous êtes en train de nous dire, attention, si je vous ramène demain 10 000 ordinateurs, 20 000 ordinateurs, ça ne me coûte pas en réalité. Vous avez une valeur, vous pouvez revendre une partie de ce que vous trouvez dedans. Ça veut dire que je peux gagner de l'argent ? Tout à fait, mais justement, d'où l'intérêt de ne pas avoir des parcs trop vieillissants. Parce que c'est là où, effectivement, la valeur peut s'amoindrir. Mais si vous renouvelez un ordinateur tous les 3-5 ans, là, vous avez une valeur de rachat qui est justifiée. Donc, c'est positif aussi pour l'entreprise. Exactement. Vous avez des exemples là-dessus ? Je prends le bilan de Malakoff, la dernière opération qu'on a fait. Effectivement, il y a eu une valeur de rachat et une valeur de prestation qui a été fournie. Entre les deux, nous avons eu à peu près un bénéfice pour l'entreprise de 16 800 €. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ces 16 800 € de bénéfices ? Soit, effectivement, je réinvestis dans d'autres matériels, soit je rentre dans une économie, effectivement, un peu plus dans une démarche RSE,
ou ça peut servir à d'autres choses. Et en l'occurrence, cette entreprise a fait don de 16 800 € au Téléthon pour la recherche médicale. Ouais. Donc là aussi, autre idée reçue qui est en train de tomber, finalement, faire recycler son matériel, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est un gain supplémentaire pour l'entreprise. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde entrepreneurial, il faut peut-être le marteler. On insiste beaucoup depuis le début de cette table ronde, et c'est normal, sur les PC, parce que c'est une source de pollution qui est importante, qu'on est dans une université de la e-santé, mais vous ne gérez pas que du PC. Autre équipement dont on dispose tous, le smartphone, la tablette, tout ça, ça se recycle aussi? Il y a le smartphone, la tablette, les serveurs, tout ce qui est réseau, les switches. Donc c'est vraiment tout le matériel informatique en globalité qui est important. Et au niveau effectivement de la mobilité, c'est le même principe. On refait une cotation de rachat, on peut on va tout faire en sorte pour que l'appareil soit blanchi au niveau des données. Enfin, il y a des normes RGPD qui sont très fortes par rapport à ça. On est certifié Blanco pour la partie ordinateur et on a nos certifications autrement pour les smartphones. Et après, on peut rentrer dans plusieurs démarches. Soit effectivement, on part du principe qu'on va acheter en fonds propres et on va revendre après les matériels, ou vous avez aussi le service qui peut être fait dans sa globalité. On a effectivement ce qu'on appelle nous as a service, c'est pour prendre l'ensemble de la prestation, où on va faire le sourcing du matériel. Donc on va vraiment aller chercher les matériels pour la bonne utilisation, pour la bonne personne dans l'entreprise. On va faire un système locatif par rapport à ça, avec une mensualité, où on prévoira déjà la valeur de reprise des équipements au bout de 3-5 ans en fonction des besoins définis. Aujourd'hui, sur le parc PC, on va dire les Français de manière générale, c'est quel pourcentage qui rentre dans ce type de filière en recyclage, reconditionnement, réutilisation? C'est une très bonne question, je n'ai pas forcément l'information. Après, on va dire que c'est quelque chose quand même qui est assez récent au niveau du concept. Je vois la grande collecte SNCF ou de participer Malakoff, c'est quelque chose qui s'est fait en 2021. Donc on rentre vraiment dans des prestations. Vous le voyez même avec les pouvoirs publics. Les achats publics, maintenant, ils imposent de faire au minimum 20% de leurs achats en reconditionné. Donc on voit bien que la mentalité est en train de changer par rapport à ce système-là et qu'on rentre dans une démarche plus responsable de l'engagement numérique plutôt que de juste effectivement acheter et après faire partir ça en recyclage ou à la poubelle. Là, il y a vraiment un intérêt. Ça change et ça change quand même extrêmement rapidement. Toute dernière question, parce qu'on a en face de nous des professionnels de santé. Le matériel médical, ça se recycle ou ça ne se recycle pas? Alors, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très très technique. On a beaucoup plus d'expertise sur des matériels informatiques ou de la mobilité. Le matériel médical, c'est quelque chose qui pourrait être amené à l'avenir, effectivement, à être recyclé, mais il faut qu'on soit plus expert dans ce domaine. C'est des choses qui ne se font pas en quelques années, malheureusement. Maintenant, on a toujours la partie recyclage qui peut être pris en compte pour ce type de matériel, mais c'est quelque chose qui est très technique pour l'instant. L'avenir seul nous le dira, mais je pense que c'est parti sur une bonne voie en tout cas. Voilà, en tout cas, ça va faire partie des gros chantiers à travailler à l'avenir. Nathalie Baudinière, je rappelle que vous êtes directrice de projet à l'ANS, l'Agence numérique en santé. Vous êtes de formation ingénieur central, Supélec. Donc la partie technique, vous maîtrisez totalement. J'ai envie de rappeler quelques chiffres. Quand même, on parle d'empreinte aujourd'hui carbone, d'empreinte écologique qui concerne la France et qu'on ignore souvent dans le monde de la santé. Alors le système de santé dans son ensemble serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Ça n'est pas neutre du tout. C'est plus que la pollution qui est générée par l'aviation civile en France. Voilà, on fait plus de pollution par le système de santé que par les déplacements en avion. Et c'est un chiffre qui est en croissance de 6% par an. Donc on est sur une croissance qui est exponentielle. Puisqu'on est encore dans les chiffres, donner un chiffre impressionnant, cela reprend 2% de la consommation énergétique de toute la France. 2% de la consommation énergétique de toute la France. Ça veut dire l'enjeu et les possibilités justement de réduction de notre empreinte pour les générations futures. Alors aujourd'hui, la feuille de route numérique qui a été adoptée en France en 2019, elle prévoit, j'ai été relire ça religieusement, Nathalie, dans son action 4 et dans son groupe de travail 6, une sensibilisation des acteurs de la santé à la sobriété numérique et au développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Nathalie Baudinière? Est-ce que l'on a, parce qu'il faut parler aussi bâton de temps en temps, pas que carotte, bâton, est-ce que l'on a des objectifs chiffrés qui ont été posés ou qui vont être posés pour les professionnels de la santé, notamment numérique en France? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'objectifs chiffrés. Quand on a commencé ces travaux donc avec
la feuille de route du numérique en santé, donc il y a déjà 3 ans. On n'avait pas ces chiffres, on n'avait pas le 8%. Le 8%, il est sorti assez récemment. C'est impressionnant quand même comme chiffre. Je rappelle, 8% des émissions de gaz à effet de serre en France, plus que l'aviation civile en France. Donc ce chiffre, il est sorti très récemment. C'est le Shift Project, qui est un think tank sur on va dire la décarbonation, qui a émis ce chiffre il y a quelques mois. Donc on ne l'avait pas, mais on était déjà conscient de la part de la santé, du système de santé et en particulier du numérique en santé dans ces impacts environnementaux globaux de l'économie, de la santé. Et donc on s'est dit il faut faire quelque chose sans savoir encore dans quelle direction on allait et quels seraient les objectifs. Et donc aujourd'hui on n'a pas d'objectif qu'on a fixé ni aux professionnels, ni aux acteurs de l'écosystème industriel, établissements de santé, éditeurs, tout simplement parce qu'avant de fixer des objectifs, il faut mesurer. Il faut savoir où on en est aujourd'hui dans ces impacts environnementaux qui sont, on a beaucoup parlé des impacts au niveau ressources. Il y a aussi des impacts de dégagement de gaz à effet de serre qui sont également très importants et puis qui ont des effets délétères sur la santé. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de mesures et d'études sur les dégagements de gaz à effet de serre notamment et l'utilisation des ressources et leurs effets délétères du numérique en santé pour fixer des objectifs clairs et notamment pour savoir où on peut agir. Donc on peut se fixer les objectifs que la France s'est fixé il y a quelques années qui sont de baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'elles étaient en 90 d'ici 2030. Mais pour être plus précis, pour pouvoir identifier les opportunités de décarbonation, est-ce que c'est sur le matériel, est-ce que c'est sur l'utilisation, est-ce que c'est sur les dispositifs médicaux connectés plutôt que les serveurs, le cloud ou les PC, il faudrait aller plus loin et avoir des chiffres précis et identifier là où on peut agir. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. J'entends ce que vous dites, effectivement, ce qui est assez logique. Avant de fixer des objectifs, il faut mesurer. Donc, il n'y a pas d'objectifs aujourd'hui de réduction qui vont être obligatoires pour les professionnels de santé. En revanche, si j'entends bien, la mesure, elle, pourrait devenir obligatoire. Tout à fait. Donc, le groupe de travail, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, s'est fixé sur les 2 premières années 3 objectifs. Un premier de sensibilisation, et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, avec l'écriture d'un rapport auquel a participé tout un tas de personnes et notamment des acteurs de l'écosystème. C'est important d'embarquer tout le monde. Et 2 autres objectifs qui sont orientés sur la mesure. Un premier objectif qui est de proposer à tous les éditeurs et industriels du secteur des outils pour mesurer l'impact de leurs services numériques. Ça, c'est important, parce que ça nous permet d'avoir une première photo. Et un deuxième outil qui est également orienté sur la mesure, qui permet aux établissements de santé de mesurer l'impact des systèmes d'information hospitaliers. Voilà. Donc, c'est 2 outils qui sont en train... Le premier est sorti, c'est l'EcoScore, il est sorti en mai, donc il y a très peu de temps, et le deuxième est en phase de pilote. Donc 2 outils distincts. Voilà, d'un côté, on va demander, on va imposer aux professionnels, aux industriels de la santé de mesurer leur empreinte sur la planète. On va l'imposer également aux établissements de santé. Vous avez cité les systèmes d'information, et on en reparlera, qui sont très consommateurs d'énergie. Il n'y a pas que ça, mais vous allez également leur donner des outils, éventuellement si un cadre de référence, les inciter, les aider là-dedans. Alors je reviens juste sur le fait qu'on impose ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas imposé, pour être précis. L'outil EcoScore qui permet aux applications web et mobiles de mesurer l'impact environnemental du service est imposé aux éditeurs qui souhaitent référencer leurs services dans Mon Espace Santé, dans le catalogue de services Mon Espace Santé qui sortira très bientôt. C'est uniquement ce périmètre aujourd'hui. Voilà. Et pour les SIH, donc l'autre outil de mesure, les systèmes d'information hospitaliers, là, ça rentrera dans les critères de qualité Mathurin. Ouais. Voilà. On revient sur Mon Espace Santé, justement, parce que c'est un bon exemple. On en parlera également dans cette université de la e-santé. Là, pour le coup, le cahier des charges et le référentiel, il va être très précis sur les applications qu'on va trouver dans Mon Espace Santé. Il est très précis. Il a 3 volets. Un volet sécurité, un volet interopérabilité et un volet éthique. Et dans ce volet éthique, il y a notamment l'aspect impact environnemental, puisqu'on
On sait, même si c'est pas commun de l'aborder pour la santé, on sait que notamment les gaz à effet de serre sont en partie responsables du réchauffement climatique et que ces dégagements de gaz à effet de serre, la santé y contribue. Donc, en vertu du principe de non-malfaisance, on ne saurait en fait négliger ces impacts-là. C'est pour ça qu'on a fixé un des critères dans les critères de référencement Mon Espace Santé. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est quand même quelque part un changement de logiciel qui semble assez important de la part des autorités publiques. Jusqu'à présent, on incitait, on sensibilisait à la question. Je veux dire que l'éditeur le fasse pas, le prenne en question, et puis c'était souvent, allez, on va dire, dans le bas de la pile du cahier des charges qu'il avait déjà à remplir. Cette fois-ci, on change. Cette fois-ci, pour être référencé sur Mon Espace Santé, c'est plus une question facultative, on peut répondre avec de la bonne intention ou des bons mots derrière. C'est une obligation maintenant. C'est une obligation de mesurer. Après, on ne fixe aucun seuil. Ça rejoint la question précédente sur l'objectif chiffré. On ne fixe aucun seuil d'atteinte pour cet éco-score, puisque on ne saurait pas aujourd'hui fixer un seuil. Ce serait pas juste d'ailleurs d'en fixer un. Donc on fixe aucun seuil, mais on engage les acteurs à se lancer dans ces démarches, en fait, déjà à prendre conscience. La plupart ont déjà bien conscience de ces impacts, sont déjà engagés dans des démarches RSE. J'allais vous poser la question, en fait, ça réagit comment en face du côté des éditeurs? C'est ras-le-bol, une norme de plus, ras-le-bol, un cahier des charges supplémentaire à respecter, et puis en plus, c'est pas la panacée, c'est pas la priorité, quoi, l'écologie. Non, ça réagit bien. Je pense que l'écosystème numérique est déjà très conscient avec les différents travaux, rapports. C'est un sujet quand même dont on entend beaucoup parler depuis 1 an ou 2. Donc l'écosystème numérique est déjà bien conscient de ça, que ce soit pour des questions on va dire, d'attirer les nouveaux talents, ou pour des questions marketing, ou pour des questions de responsabilité environnementale. On sent que les acteurs sont là et se mobilisent. Donc après, évidemment, c'est mesurer son impact environnemental, c'est une action en plus, avec du temps qu'il faut dédier à ça. Mais aujourd'hui, on sent que ce n'est pas considéré comme une corvée, mais que ça fait écho à des considérations internes, en fait. Nathalie Bonnière, j'ai envie de dire, on parle beaucoup depuis le début de cette table ronde de matériel ou de lourd. On a parlé effectivement de PC, d'ordinateur, et c'est un quotidien, et c'est aussi des éléments qui ont une empreinte sur la planète. On a parlé de bâtiments, on parle d'éco-score, on parle de systèmes informatiques, mais qui ont une réalité, on en reparlera, ce sont des data centers, des machines de la consommation énergétique. Mais il y a un aspect qui est aussi différent et sur lequel il va falloir agir si on veut réduire notre empreinte carbone, c'est l'aspect des usages. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on va s'adresser directement aux manières de penser des professionnels de santé, et pas seulement du DSI, du directeur d'hôpital ou autre. On va s'adresser aux soignants, aux médecins, aux infirmiers, et on va leur dire, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez aussi dans vos actes, dans votre manière de travailler, un impact environnemental. Et pourquoi c'est compliqué de tenir ce type de discours? Alors pour resituer, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du matériel, augmenter la durée de vie pour que l'impact au niveau des ressources utilisées, donc ces minerais et compagnie, soit dilué dans le temps. Plus on augmente la vie du matériel, plus cet effet est dilué là. Il y a aussi un autre levier que vous évoquez, c'est le fait peut-être de faire appel un petit peu moins au numérique. Mais c'est peut-être pas tant, ou en tout cas, les utilisateurs du numérique, donc les professionnels de santé, ne sont pas les seuls à pouvoir agir. Il ne s'agit pas de ne pas utiliser le numérique, d'autant qu'on est quand même à un moment où c'est Dominique Pont et Laura Le Tourneau l'ont voulu, on l'a tous voulu, on le veut tous, et c'est pour ça qu'on est là dans une période d'accélération du virage numérique. Donc il ne s'agit pas de plus utiliser le numérique, mais il s'agit peut-être de penser le numérique quand on crée un système, quand on l'utilise, donc à tous les niveaux de vie du numérique, de faire en sorte de privilégier certains services, peut-être de renoncer au superflu. Ça veut dire quoi, renoncer au superflu ?
on parle souvent de 3 critères. Un système, il doit être utilisable, donc conçu pour être bien utilisé, utilisé et utile. Donc ça, c'est déjà 3 critères qui nous permettent peut-être de trier certains systèmes qui peuvent avoir l'air un peu moins utiles et qui finalement, on en revient aussi à ce critère-là que la santé connaît bien, qui est le rapport bénéfice-risque. Au final, est-ce que le critère de choix dans l'utilisation, dans le recours à un système numérique, dans son installation, vraiment à tous les niveaux de l'organisation, est-ce que le critère de choix pourrait pas se baser sur ce rapport bénéfice-risque? Si je décode un peu le discours, ça veut dire quoi de manière concrète? Est-ce qu'il faut arrêter de multiplier certains examens, avoir une redondance sur certains examens, demander trop d'examens, je ne sais pas, trop d'IRM, trop d'échographie, trop d'examens qui vont impliquer beaucoup d'instruments et qui vont avoir une empreinte carbone? Et je rappelle ce chiffre, 8% des émissions de gaz à effet de serre et une croissance de 6% par an. Donc ça n'est pas neutre. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ça peut être ça, mais ça fait tout simplement écho à la pertinence des soins qu'on connaît bien aussi dans le secteur. Finalement, la pertinence des soins, naturellement, peut tendre à diminuer le recours au numérique, comme le recours à tout soin qui serait pas utile. Ouais, et est-ce qu'une difficulté qui est spécifique au niveau de la santé, c'est que les professionnels de santé, souvent, ne se perçoivent pas comme étant acteurs d'un secteur qui va générer une empreinte carbone? Je vais dire, autant le chauffeur de car scolaire, le matin, il sait qu'il va polluer quelque part et peut-être qu'en agissant sur la manière dont il conduit ou organise son transport, il peut réduire son empreinte. Autant dans un hôpital, un médecin, un soignant, une infirmière n'ont pas cette conscience parce qu'ils sont d'abord là pour soigner, ils ne se posent souvent pas la question de savoir si ça a un impact sur la planète. Oui, après, il ne s'agit pas de les culpabiliser. Ah non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est en matière de réflexion, pour pouvoir agir, il faut d'abord conscientiser qu'il se passe quelque chose. Tout à fait. Et c'est pour ça que sensibiliser, l'action de sensibilisation, elle ne se porte pas uniquement sur les éditeurs, sur les industriels ou sur les patrons d'établissements de santé, mais sur tout le monde en fait, parce que tout le monde a un petit peu son rôle à jouer à son niveau pour diminuer soit l'utilisation, en fait, le recours au numérique, soit l'achat. Donc là, ce ne sera pas forcément les professionnels de santé, mais pour diminuer un petit peu le nombre de matériels qu'on va fabriquer et qui ont les impacts qu'on a cités tout à l'heure. Cheikh Oumar Bagayoko, pour vous qui venez du Mali, qui enseignez l'informatique médicale, pas seulement au Mali, mais dans d'autres États africains, est-ce que cette question de l'émission de CO2, de notre trace, de notre empreinte écologique sur la planète se pose en Afrique? Est-ce qu'elle se pose de cette manière comme nous la posons ici autour de cette table? Ou alors, finalement, allez, si je veux être caricatural, est-ce que c'est une question de riches, quelque part, qui ont les moyens de se la poser? Alors, évidemment, la question ne se pose pas de cette manière parce que la chaîne en fait, environnementale du numérique, elle se situe à 3 niveaux. La production des équipements, bien sûr, l'Afrique n'en produit pas plus, l'exploitation et la fin de vie. Donc, c'est pendant l'exploitation et la fin de vie des équipements qu'on intervient beaucoup. Et dans ce sens-là, les défis technologiques sont des atouts pour l'environnement, pour nous. Je donne un exemple. Dans la capitale du Mali, actuellement, il y a certains quartiers qui ne peuvent pas faire 24 heures sur source d'énergie continue, à forte raison à l'intérieur du pays. Donc, ça nous amène à réfléchir à l'utilisation des équipements qui sont moins consommatrices en fait, d'énergie et qui sont moins gourmands en consommation même d'Internet à l'intérieur du pays, puisque dans tous les cas, ce n'est pas disponible. Donc, on va utiliser peut-être un panneau solaire à l'intérieur du pays au lieu d'utiliser un générateur de groupe électrogène parce que le courant continu n'est pas là, parce qu'il y a des problèmes aussi de gasoil. Donc, pour acheter, pour alimenter ces générateurs-là. Et on va essayer de regarder des outils qui consomment moins d'Internet parce que le haut débit n'existe pas aussi. Ça c'est vraiment fondamental ce que vous êtes en train de nous dire. Dans l'innovation, on parlera beaucoup d'innovation parce que l'Afrique innove énormément, mais dans l'innovation
dans l'ADN de votre innovation en Afrique, vous avez l'énergie dès le départ, parce que chez vous, l'énergie est une ressource rare et parfois compliquée à avoir de manière générale. Ici, dans le Nord, on était, je ne sais pas, sur une énergie qui était abondante, pas chère et qui n'était pas une question pour nous. La question va peut-être changer dans les mois et les années à venir. Vous, en Afrique, vous êtes déjà sur un moment où vous le dites, le gasoil, c'est cher, l'électricité, c'est cher. On n'est pas sûr d'avoir de l'électricité en permanence et partout. Et ça nous a amené à réfléchir différemment les équipements que l'on crée en matière de santé numérique. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu concrets pour nous évoquer ce qu'on appelle cette innovation frugale, tout simplement, faire mieux avec moins? Alors, le premier exemple que je pourrais donner, c'est par exemple les examens échographiques. Donc, l'échographie, lorsqu'on quitte, par exemple, nos capitales partout en Afrique subsaharienne, en tout cas, ça devient un examen qui est rare. Donc, dans tous nos projets, nous réfléchissons à mettre en place, et c'est le cas dans certains pays déjà, dans les hôpitaux, des références, des échographies qui sont portables. Mais on essaie de travailler sur la durabilité aussi. En essayant d'acheter des échographies portables un peu plus robustes, qui ont une durée de vie entre 15 et 20 ans, au lieu d'acheter des échographies qui sont moins chères et des échographies qui vont fonctionner avec une autonomie d'énergie sur batterie de 8 heures, au lieu des échographies qui vont fonctionner sur le courant qui est contenu. Et là, depuis une quinzaine d'années, par exemple, il y a certains projets au Mali qui marchent. Donc, nous travaillons avec un fournisseur de ces outils-là qui ne cesse d'améliorer. C'est-à-dire qu'on a la même qualité presque à l'examen, sauf qu'on n'utilise pas des équipements qui sont lourds. On utilise des équipements qui sont portables et qui consomment moins d'énergie. Ouais, vous dites souvent là où nous, dans le Nord, parce qu'on en a les moyens, on va pouvoir arriver avec des équipements lourds en télémédecine, télééchographie ou autre. Vous essayez de faire le maximum pour arriver avec un équipement léger et peu consommateur d'énergie, c'est cela? Exactement. Si on peut utiliser sans autre une cabine de télémédecine en France avec le haut débit, nous, on réfléchirait plus à des outils qui vont fonctionner avec du bas débit Internet et qui peuvent fonctionner sur un téléphone qui amène la connexion 3G. Parce que même dans nos capitales, la connexion qui arrive des fois sur le téléphone est de meilleure qualité que des connexions qui arrivent avec des liaisons qui sont filaires. Donc, on va travailler sur des plateformes, et c'est le cas actuellement, des plateformes, par exemple, de télémédecine, qui certes ne sont pas très synchrones, mais asynchrones, mais avec une organisation qui permet quand même d'avoir des délais de réponse acceptables, mais qui vont fonctionner avec des débits Internet de 35 kilobits seconde. Donc, soit on a l'Internet, soit on ne l'a pas. Donc, en ce moment, on consomme en tout cas moins en termes d'Internet, on consomme moins en termes d'outils qui sont sur place aussi. Ça aussi, un élément important, ce que vous nous dites, la notion de transmission asynchrone finalement. Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'image, le cliché ou autre immédiatement, ma donnée immédiatement, ou est-ce que je ne suis pas dans une urgence absolue, vitale, et je peux attendre, je sais pas, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures avant d'avoir mon image, et auquel cas la consommation énergétique n'est pas du tout la même entre les deux. Nathalie Baudinière nous parlait tout à l'heure de bien calculer toujours le bénéfice-risque, et qu'on soit clair autour de cette table, il ne s'agit pas de dire on va moins bien soigner les gens, c'est absolument pas ça, on ne va pas mettre les gens en difficulté, mais on a un bénéfice-risque toujours à travailler. En matière d'échographie, je sais que vous avez travaillé sur la taille, le poids de l'image, le poids du cliché. Effectivement, qu'on soit un cliché dans un certain poids ou qu'on passe en 4K, en 8K, c'est pas du tout le même poids et c'est pas la même empreinte sur la planète que l'on va délivrer. Comment réagissent vos médecins, vos professionnels de santé en disant peut-être si on dégrade un tout petit peu la qualité de l'image, on aura quand même une bonne qualité de soins, mais on va émettre beaucoup moins de CO2 et on va utiliser moins d'énergie. Comment est-ce que ça réagit en face? Alors, comme je disais, c'est sûr, on agit de cette manière sans même penser en fait à l'émission de CO2. Comme je disais, c'est les difficultés même du terrain qui l'imposent. Et au début en fait des projets sur le terrain, ce qu'on fait, c'est de travailler avec les radiologues. Donc, ils vont regarder jusqu'à quel niveau de compression on a des images de meilleure qualité qu'on peut interpréter. Et c'est ce qui s'est fait dans beaucoup de nos projets parce que dans tous les cas, on n'a pas un débit Internet
qui est capable en fait qui est capable de transporter ces images-là si on ne fait pas ce travail de compression. Il y a certains pays encore en Afrique qui n'ont pas de point d'échange Internet. Donc pour se connecter à Internet, qui vont passer par les États-Unis d'abord, par la France, avant de revenir dans le pays. Donc on n'a pas le choix. On travaille de cette manière-là au début des projets et je pense qu'on a une expérience maintenant assez avérée. On sait jusqu'à quelle limite on doit compresser l'image et une limite qui est acceptable par les radiologues. Ouais, ça aussi, autre point intéressant, ça veut dire que dans le design, quelque part, du projet, dans l'architecture informationnelle du projet, dès le départ, vous anticipez les possibilités énergétiques et de transmission de la chose. Est-ce que je vais pouvoir transmettre directement par Internet ou est-ce que je vais faire 3 fois le tour de la planète avant que mon information elle arrive à la bonne personne? Ça, c'est anticipé dès le moment où vous faites un projet. Autre chose, vous dites aussi, vous pouvez partir avec des softs directement embarqués sur les machines. Et là aussi, il y a un gain énergétique qui est important. Vous pouvez nous expliquer, nous donner un exemple concret? Alors, l'exemple concret, c'est l'électrocardiogramme qu'on utilise, par exemple. Donc, c'est un électrocardiogramme portable qui ne vaut pas 500 grammes, qu'on peut connecter par clé USB directement sur un ordinateur et par port USB sur un ordinateur avec le stuff qui est installé sur l'ordinateur et qui fonctionne de la même manière qu'un électrocardiogramme lourd. Et ça permet en fait, non seulement d'éviter d'imprimer des clichés en longueur, parce qu'on l'utilise surtout pour la télémédecine, et le patient est sensibilisé en amont pour dire que c'est quelqu'un qui interprète à distance et qu'il n'y aura pas en fait des clichés. Donc, ça fait que on dépense moins, non seulement en achat de l'équipement, mais on n'a pas de sources d'énergie à connecter à part l'énergie de l'ordinateur portable. Donc, on n'a pas besoin d'une autre source d'énergie pour l'électrocardiogramme en tant que tel. Nathalie Bodinière, juste comme ça en parenthèse, quel regard sur ce que nous raconte Chako-Omar Bagayoko et cette innovation frugale qui vient du Sud? Alors, ça m'évoque 2 choses. La première, c'est que, en effet, comme dit M. Bagayoko, il y a une obligation, en fait. Ils en arrivent là parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on voit qu'aujourd'hui, le système de santé subit aussi des pressions qui sont notamment dues à l'énergie qui devient de plus en plus chère, peut-être à l'énergie fossile qui va se raréfier. Ça, on peut émettre cette hypothèse. Donc, on a aussi intérêt à prendre en compte ces impacts environnementaux, notamment la réduction des gaz à effet de serre, qui en fait partie, et qui, par les actions à entreprendre pour réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre, c'est dépenser moins d'énergie et trouver des substituts aux énergies fossiles. Ben ça fait partie. Au final, on va finir par... c'est une question de résilience du système de santé auquel on sera peut-être confronté dans le monde où l'énergie est de plus en plus chère. J'espère que ça n'arrivera pas, mais on voit que l'appel des 3 opérateurs français d'énergie très récemment dans la presse montre qu'on n'est quand même pas loin de ça. Donc c'est une raison de plus pour se préoccuper de ces sujets-là. On peut s'inspirer de ce qui se passe dans le Sud? Oui, tout à fait. Et puis on parlait aussi vous le disiez, en écho au débat ici, au fait de prendre en compte ces problématiques en amont. En fait, il ne s'agit pas juste de se dire j'ai un matériel, je vais le faire durer plus longtemps, ou j'ai un service, je ne vais pas trop l'utiliser. C'est presque trop tard à ce moment-là. Donc il faut penser avant à quel service je veux mettre en place et avant de le concevoir, quelle place le numérique va avoir dans globalement ce service de soins. On parle d'éco-conception, par exemple. Voilà, ce n'est pas uniquement un petit peu mieux codé pour que ça utilise moins le matériel. C'est vraiment une démarche beaucoup plus vaste que ça, dès la conception du service, qui pourrait vraiment nous aider. Et ça me fait penser aussi à une seconde chose, c'est que le fait de faire fonctionner, de concevoir des services qui fonctionnent en bas débit, qui fonctionnent sur du matériel un peu ancien, ça a un deuxième effet, c'est que ça permet de lutter contre l'obsolescence, on sait bien, du matériel, et donc de le garder plus longtemps, puisqu'on sait bien qu'un matériel, souvent, on le change parce que les systèmes
logiciels qui tournent dessus ne peuvent plus tourner parce qu'ils ont besoin de plus en plus de ressources, ils ont besoin de systèmes d'exploitation plus récents qui sont plus compatibles avec ces matériels. Donc le fait de faire avec le minimum en termes d'OS, en termes de matériel, en termes de débit, ça permet de faire durer le matériel plus longtemps. Et puis n'oublions pas que même ici dans le Nord, tout le monde n'a pas la fibre à son domicile et que le bas ou le moyen débit sont encore des réalités. Chez Komar Bagayoko, on a beaucoup parlé d'équipements de santé. Il y a un autre aspect quand même qui utilise énormément, ou qui produit plutôt énormément de CO2, c'est la data. Alors on en a parlé des heures et des heures dans cette même salle et dans cette même université. La collecte de la data, son stockage sur des serveurs, son utilisation ou sa non-utilisation, il faut aussi le dire. Pour l'Afrique, ça n'est pas simple. Beaucoup de data collectées, beaucoup de data envoyées dans le Nord, parfois, Scandinavie, États-Unis, énormément de voyages, énormément de redondance et énormément de consommation d'énergie derrière. Comment est-ce que vous envisagez le futur dans ces conditions ? Oui, juste sur ce plan, on n'est pas bon. Et je pense que ça, c'est pas assez propre qu'à l'Afrique. Au niveau de la collecte, par exemple, il y a un problème énorme de redondance des données. Parce que les données de santé, lorsqu'elles sont collectées, on doit être capable de les partager au lieu d'en produire à chaque fois lorsque le patient va passer d'un point A à un point B. Et de deux, nos systèmes de santé sont gourmands en termes de collecte. On collecte beaucoup de données par rapport aux indicateurs. Lorsqu'on regarde un peu, qu'on fait une revue, on se rend compte que sur 100 indicateurs, par exemple, 50% ne servent pas au système de santé. Donc, on est très gourmand. Et l'autre chose sur laquelle l'Afrique contribue à la pollution des pays du Nord, ça, c'est justement le stockage des données. Parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de services d'hébergement des données. En tout cas, si ces services d'hébergement des données existent dans nos pays, ces services sont plus chers. Si on est capable d'héberger, par exemple, de louer un espace à 1 terabyte sur Amazon ou autre à 2-3 dollars par mois, dans mon pays, ce serait 50 à 150 fois plus cher. Ça c'est incroyable ce que vous nous dites. Avoir des clouds locaux, des centres de data locaux en Afrique revient toujours à plus cher que de les héberger chez Amazon. Justement, donc là, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un marché forcément de la santé numérique qui n'est pas plus intéressant en Afrique. Mais si on veut en tout cas que ce fardeau soit partagé, parce que lorsqu'on stocke les données à l'étranger, il y a tout le transport aussi qui compte et qui va polluer. Donc là, il y a un travail à faire au niveau des pays qui doit se faire en partenariat avec les grands fournisseurs aussi pour essayer de mettre des centres d'hébergement dans les pays qui vont coûter moins cher. Parce qu'aujourd'hui, même si ces centres existent, comme je disais, beaucoup feront le choix de l'héberger à l'extérieur à cause du coût qui est 100 à 200 fois plus cher des fois. C'est incroyable. Nathalie Bodinière, je voudrais quand même un mot sur la data, les data centers, le coût énergétique cette fois-ci que l'on paye en data. Je retiens ce chiffre que vous nous disiez chez Komar Bagayoko pour l'Afrique. Je ne sais pas où on en est dans le Nord, mais 50% de la data collectée ne sert à rien, grosso modo, n'est pas utilisée. Ça ne me surprendrait pas qu'on soit sur des chiffres assez similaires dans nos pays à nous. Est-ce que là-dessus, c'est un point sur lequel vous allez agir ? Alors, c'est aussi des réflexions qu'on a. Aujourd'hui, clairement, il nous manque beaucoup si on veut avoir une vision claire de l'impact environnemental des centres de données utilisés en France, qu'ils soient ou pas en France d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de chiffres. On n'a pas beaucoup de chiffres parce que les industriels ne les fournissent pas ou pas beaucoup. Donc si en tant que DSI d'un établissement de santé, je veux connaître le bilan carbone de mon activité IT et que j'ai recours au cloud, j'aurais du mal à évaluer l'impact de ce cloud. C'est des choses qui commencent à arriver mais qui manquent quand même beaucoup, alors qu'on sait que le dégagement de gaz à effet de serre globalement dans une entreprise, donc on peut dire qu'un établissement de santé est une entreprise,
Il y en a 30% qui sont quand même dus à ces serveurs, cloud, enfin à tout ce qui est stockage des données. Benjamin Revkoleski, pour vous qui êtes un industriel, directeur général, je rappelle, de Fujitsu France, la question justement des data centers, des centres de données, ça vous préoccupe? Vous l'analysez de quelle manière? Oui, je voulais réagir d'ailleurs sur ce qu'a dit Oline tout à l'heure. C'est pas la même problématique quand on parle de PC, de data center selon les différents équipements. Et je reprenais les chiffres pour qu'on les ait bien en tête. Vous avez dit les PC, c'est vrai, c'est 80% sur la fabrication, mais à l'opposé, les serveurs, c'est 80% sur l'usage. C'est-à-dire la production de CO2 d'un serveur dans son cycle de vie, c'est 80% sur l'usage. Quand on va le faire tourner, qu'il va falloir refroidir avec les ventilateurs, etc. Le stockage, c'est pareil. C'est comme les serveurs. C'est 80, même 90% de la vie d'une unité de stockage, c'est pas la fabrication. Et à l'opposé, on a effectivement les PC portables. Là, c'est 80% sur la fabrication. Donc là, on est plus les ordres de recyclage. Le téléphone mobile, c'est 90% sur la fabrication et 10% seulement sur l'usage. Donc on voit bien qu'on parle d'équipement, mais ce n'est pas du tout le même sujet en termes d'impact CO2. Donc si on veut optimiser un PC, un mobile, il faut travailler sur la conception, sur les matériaux, les terres rares, le recyclage, la durée de vie, etc. Si on parle, comme on l'a fait là, sur les data, les serveurs, le stockage, ce n'est pas le même sujet. Il faut optimiser les data centers. Il faut optimiser la consommation d'énergie, la production de chaleur à ce moment-là. Ouais, je lisais, juste pour compléter ce que vous dites, les data centers, c'est 3,5% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Ça devrait être 9% en 2025, c'est ça? Oui, comme vous disiez, il y a toujours des débats sur ces chiffres, mais on va dire qu'on est sur 3, 5, 10%. Ça reste aujourd'hui extrêmement conséquent. Et je pense, on parlait d'enjeux de santé, on a bien compris qu'aujourd'hui, le CO2, le réchauffement climatique, à la fin, il génère des crises migratoires, il génère des crises sanitaires, il génère des conflits. Et donc, à la fin, il a un impact sur la santé. Donc, de toutes les façons, moi, je l'ai compris en faisant la fresque du climat. Je ne sais pas, qui dans la salle a fait la fresque du climat, là? Levez la main, ceux qui l'ont déjà fait. Ça vous parle? Non, voilà, je vois une main levée, deux derrière. Donc, la fresque du climat, c'est ces ateliers de 3 heures. C'est une association et aujourd'hui qui est déployée massivement dans beaucoup d'entreprises. Nous, on le déploie aussi. Et pendant 3 heures, vous prenez quand même un coup dans la figure. Vous mettez un peu toutes ces idées qu'on entend tout le temps, la fonte de la banquise, l'acidification. Vous remettez tout en ordre et à la fin, vous comprenez que tout ça, il y a une vraie causalité et qu'on génère du CO2 tous et qu'à la fin, tout ça génère des conflits et a des impacts sur nous tous. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Et après, il faut innover. Il faut innover pour que toutes ces technologies, qu'elles soient data center, PC, elles soient de moins en moins productrices de CO2. Et chez nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Fujitsu, en tant qu'à la fois on est acteur des services informatiques, on est le 5e acteur mondial des services informatiques, et on est aussi constructeur. C'est 40% de notre business. Donc c'est construire des PC portables, des supercalculateurs, des tablettes, voilà, tous ces équipements-là qui produisent aussi du CO2. Donc nous, on essaye au quotidien d'innover pour moins produire. Ouais, des images qu'on va voir peut-être tout de suite d'une des innovations, on parlera des autres innovations de Fujitsu, mais celle-là est très impressionnante. Pour réduire la chaleur que font les data centers et les serveurs, vous avez trouvé un moyen industriel de les immerger. Là, ils sont dans l'eau. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Voilà, ce que vous voyez là, en fait, c'est un liquide, c'est une espèce d'huile. C'est pas de l'eau, c'est une huile qui est en fait un fluide caloriporteur. Donc, il va prendre la chaleur produite par tous ces serveurs, des serveurs, je rappelle, des équipements, des PC d'entreprise, raqués comme ça. Et donc là, c'est vertical. Vous voyez, la personne les sort, mais tout ça est dans un bain d'huile. Et c'est extrêmement efficace en termes de consommation, en termes de densité, en fait, puisque vous pouvez avoir beaucoup plus de calculs informatiques, de stockage dans une petite entité. Et donc là, par exemple, c'est Data Campus, notre partenaire à Poitiers. Donc, c'est pas quelques heures d'ici, s'il y en a qui ont envie d'aller voir, qui a implémenté ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez plus besoin d'un grand data center. Vous pouvez le mettre dans un bureau. En fait, dans un bureau, vous avez une espèce de cuve avec un gros congélateur. Voilà, vous avez un gros congélateur et votre data center énorme se ramène à un gros congélateur rempli d'huile.
et qui va à ce moment-là refroidir les serveurs. J'arrive sur les questions de béotien, parce qu'on s'est tous posé quand on a vu ces images-là. Comment on fait pour pas s'électrocuter quand on met les prises et qu'on branche les choses Ça dans l'eau? n'est pas de l'eau, Lionel. Ouais. Ça n'est pas de l'eau. Donc, ça n'est pas un liquide qui conduit l'électricité. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'huile. À ce moment-là, tout le monde le sent un peu plus. Donc, il y a aucun risque. Et tout est conçu comme ça. Mais en fait, après, il y a beaucoup d'autres innovations. On regarde comment éviter d'avoir des contacteurs, de l'utiliser de l'optique maintenant, de l'optique pour conduire l'information, qui génère moins de réchauffement. Je parlais des supercalculateurs. Donc aujourd'hui, Fujitsu détient le record du supercalculateur le plus puissant au monde aujourd'hui, depuis 3 ans. Mais c'est aussi le moins consommateur en énergie. Donc c'est concevoir des architectures de transfert d'informations, des architectures de composants pour consommer moins d'énergie et générer moins de CO2. Ouais, vous le rappeliez tout à l'heure, Fujitsu est bien connu en tant qu'industriel. Il y a toute sa partie informatique, il n'y a pas que de l'informatique, il y a aussi tout ce qui est climatisation, fabrication de matériel dur. Mais aujourd'hui, un des gros business quand même de Fujitsu, peut-être moins connu, c'est le cloud, c'est le data center et c'est les services apportés aux entreprises. On a vu tout à l'heure avec Shakomar Bagayoko certains paradoxes, j'ai envie de dire, du cloud. Par exemple, en Afrique, aujourd'hui, un cloud de proximité, il n'est pas toujours facile en plus à construire, facile à alimenter. Il va coûter paradoxalement plus cher que du cloud chez AWS, chez Amazon, qui est pas cher, mais qui est aux États-Unis, qui va avoir une autre empreinte carbone. Comment est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous vous positionnez sur cette question de cloud, proximité, un supercalculateur pour la planète ou plein de supercalculateurs partout? Voilà, il y a 2 approches fondamentales aujourd'hui. Il y a une approche de concentration, le cloud, et puis il y a une approche qui va à l'opposé, qui est d'amener la puissance de calcul au plus près des utilisateurs et qui est beaucoup poussée par la 5G. La 5G aujourd'hui, où on doit avoir une latence très faible, des usages industriels, on amène l'ordinateur dans l'usine, dans l'entrepôt. Voilà, il y a des usages que permet la 5G où c'est au plus près. Il y a besoin de très peu de latence. Donc, on n'a pas le temps de renvoyer vers le cloud. Il faut que tout soit calculé en local pour que les robots de logisticiens puissent travailler tout seuls, pour que demain, même la voiture aussi, la voiture autonome, il faut que tout se passe dans la voiture. Il faut que ce soit au plus près qui va interagir avec les réseaux autour d'elle. Donc, il y a ces 2 tendances. On a vu depuis pas mal d'années le cloud, beaucoup de centralisation. On parlait des supercalculateurs. Donc, soit vous avez les moyens, gros instituts de recherche, vous avez votre gros supercalculateur, soit vous n'avez pas les moyens et on les met à disposition en mode cloud. Donc, à nouveau, voilà, vous pouvez, as a service, avoir de la puissance de calcul pour la recherche aujourd'hui. Donc, dans ces 2 dynamiques, eh bien, les 2 avancent, j'ai envie de dire. On appelle le local la partie edge, vraiment, edge computing, donc d'avoir des ordinateurs au plus près des usages. Donc il faut aussi que ces usages-là en edge, ils soient moins consommateurs d'énergie. Donc on travaille à concevoir, oui, les supercalculateurs et des clouds, les moins consommateurs, quand on est dans des usages centralisés. Et ça va continuer, la croissance est à 2 chiffres. Et puis de l'autre côté, massivement traité par la 5G, c'est poussé par la 5G et la 5G elle va arriver. Vous vous rappelez quand on parlait de la 4G, elle va arriver, la 4G elle est arrivée massivement, mais la 5G ça va être pareil parce qu'on pourra plus s'en passer, parce que voilà, on va vouloir télécharger des films. Non, mais a fortiori dans le médical aussi, on va avoir voilà, des gros fichiers, de l'imagerie, de la vidéo, le métaverse demain aussi, le métaverse dans des usages industriels, professionnels. Donc c'est inéluctable. Je me rappelle à l'époque de la 3G, je travaillais chez SFR, on se demandait, regardez le portefeuille d'usage. On dit, est-ce que vraiment les gens vont lire le journal sur leur téléphone? C'était le début. Bon, mais en fait, c'est inévitable. Donc la 5G, on l'aura. Donc on aura besoin d'edge aussi. Donc on aura besoin aussi de puissance de calcul économe en énergie au plus près de nos usages. Ouais, je reviens juste une toute petite parenthèse sur la 5G, comme vous en parlez. Oui. On a eu aussi des tables rondes passionnantes sur la 5G ici. On voyait qu'il fallait un nombre d'antennes par rapport à la 4G beaucoup plus important. Il va falloir multiplier les antennes et couvrir les zones d'antennes 5G partout si on veut vraiment récupérer de la donnée 5G. Mais on ne s'était pas posé à l'époque la question de savoir si on allait devoir poser des clouds, des data centers, des centres de calcul ou d'analyse à proximité des territoires de 5G. Donc ça, c'est aussi une nouveauté dans la manière de penser. Oui, alors derrière une antenne 5G, vous avez toujours de la puissance de calcul aussi, je le rappelle. Donc plus d'antennes, ça veut dire derrière l'antenne de la puissance de calcul, du stockage aussi, des routeurs.
Et en plus, c'est vrai, voilà, en plus des antennes et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui va se passer dans les usines, les entrepôts et les centres de santé aussi, où on va avoir cette puissance de calcul au plus près des usages. Ouais, Nathalie Baudinière, effectivement, la 5G, ça a longtemps été un thème de débat. C'est ce qui nous permet de récupérer de la donnée. Quand on parle de monitorer les gens à domicile, de les suivre à domicile, de les suivre dans leur mobilité en termes de données de santé, surveillance de santé, c'est de la 5G derrière. Ça va à l'encontre de l'empreinte carbone, de l'empreinte écologique, où il y a une forme de compatibilité possible si on réfléchit notre design architectural informatique global très en amont. Alors, on n'a pas étudié cette partie-là, donc c'est juste on va dire une sensibilité personnelle que je vais exprimer. C'est le lieu pour l'exprimer. Moi, on est dans un débat de discussion. Hein. J'ai tendance à penser que tout ce qui est collaboration, travail collaboratif, partage de données entre professionnels, on peut déjà le faire avec les moyens qu'on a et qu'il n'y a pas besoin de la 5G. Il n'y a pas besoin de 5G. Et alors après, il y aura certainement d'autres applications très innovantes et certainement utiles qu'amènera la 5G. Mais juste pour cet aspect-là, je voulais rebondir sur ce qu'on disait, le fait qu'il y avait des centres de données de plus en plus rapides, de moins en moins chers, avec des nouvelles technologies. Juste, il faut faire attention à ces sujets-là, à l'effet rebond. Quand les coûts des services diminuent, on a tendance à les solliciter beaucoup plus. Et si on les sollicite plus, on a plus d'effets négatifs. Voilà. C'est juste pour avoir une vision un peu systémique des choses, comme pour tout ce qui est bonne pratique en la matière, je reviens là-dessus. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer quelques bonnes pratiques, mais avoir toujours la vision d'ensemble pour éviter un petit peu ces effets pervers, rebonds des démarches. Ouais, Benjamin Revkolevski, je voudrais bien alors qu'on approche de la fin de cette table ronde, justement, peut-être que vous répondiez à Nathalie Baudinière. Effectivement, c'est une question que tout le monde se pose. De plus en plus de numérique qui va rendre de plus en plus de services, mais qui va consommer de plus en plus d'énergie et qui peut avoir des effets pervers. C'est ce que nous dit aussi Nathalie Baudinière derrière. Est-ce que le numérique est compatible avec la vague écologique qui arrive ? Je pense que la vague numérique est ultra puissante. On en reparlera encore cet après-midi en keynote, mais elle est ultra puissante. On voit elle est inévitable, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça se fera. Et à chaque fois qu'il y a un doute, il y a des fuites de données, un scandale Facebook, mais on voit que ça s'arrête, ça freine un moment, tout le monde doute, et en fait ça repart. C'est ultra puissant en fait. Alors que la vague écologique, elle, à chaque fois qu'il y a une crise, on se dit « Ah bon, est-ce que ça reste prioritaire de s'occuper du CO2 et de la planète ?» Et donc cette vague numérique, il faut la mettre au service de la vague écologique. Il faut que cette puissance de la vague numérique, que rien n'arrête, et au point qu'aujourd'hui, voilà, nous, on est une entreprise du numérique. Mais qui n'est pas une entreprise du numérique aujourd'hui ? Quand on fait de la santé, quand on est dans le consumer goods, quand on est dans le transport, on est une entreprise du numérique. Et donc, on est porté par cette vague du numérique. Et il faut que tous les artisans, tous les acteurs du numérique dans ces entreprises se mettent à cette responsabilité que vous appelez justement de consommer moins, de réfléchir responsable à chaque fois qu'on développe un nouveau service, un nouveau programme, un nouveau service consommateur. Comment je fais pour le concevoir et qu'il consomme, qu'il produise moins de CO2 et qu'il consomme moins d'énergie. Et c'est une responsabilité de chacun d'entre nous, en fait. On réalise maintenant que dans tous nos métiers, quand on se lève le matin, il faut qu'on se dise, est-ce que je suis en train de bâtir, est-ce que le service que je délivre, est-ce que je me suis demandé comment j'essaye de réduire son impact environnemental ? Et le numérique, comme il y a du numérique partout, eh bien, c'est un levier fort, en général, pour y contribuer. Merci à tous les quatre. Table ronde assez passionnante, qui fait tomber des idées reçues. On a évoqué beaucoup de choses, de la part de recycler ses PC, ce qui rapporte de l'argent, ça j'ai bien retenu. Et c'est un outil qu'on a tous les jours en face de nous, que ce soit un ordinateur ou que ce soit un smartphone. On a parlé d'innovation frugale, on a parlé de serveurs, nouvelles manières de les concevoir, plus proches des gens, avec peut-être moins de consommation d'énergie ou moins d'émissions de gaz à effet de serre derrière, des obligations qui arrivent petit à petit, d'abord de mesurer
mesurer son impact environnemental et puis peut-être après de le réduire avec des objectifs qui vont être posés. Je vous propose, là, dans les 10 dernières minutes qui nous restent, justement, ça ne doit pas vous laisser indifférent, toutes ces remarques et ces questions. Je vous propose de prendre la parole et de poser toutes les questions que vous souhaitez, vous aussi, aux personnes autour de cette table, vous voyez, qui ont des angles et des approches assez distincts selon les domaines dans lesquels ils travaillent. Donc il y a, je sais pas, il y a un micro qui va bouger. S'il n'y a pas de micro qui bouge, c'est moi qui vais bouger avec le mien. Ah bah voilà, quelqu'un qui apporte un micro. Allez-y, on vous écoute. Qui est-ce qui entame cette séance de questions? Ou alors ça veut dire que monsieur, voilà, on vous apporte le micro. Autrement, je vais me dire, ça veut dire que la question environnementale, elle est claire chez tout le monde et tout le monde est exemplaire en la matière. Voilà, je vous demanderai simplement de vous présenter lorsque vous posez les questions, savoir qui vous êtes, puis à faire des questions un petit peu courtes pour qu'on puisse bien répondre derrière. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, Charles Juel, je suis directeur d'exploitation de Food Intech. On a eu la chance d'être lauréat l'année dernière, donc j'interviens plus pour peut-être un complément de réflexion sur, en tant qu'éditeur, de logiciels innovants avec des technologies intelligence artificielle basées sur de la photo, donc potentiellement beaucoup de données, en tout cas beaucoup de data et de volumétrie à gérer, sur peut-être la question du cloud et du SaaS, où on peut avoir peur du cloud en se disant c'est consommateur, ça génère beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a autre chose derrière sur l'innovation, c'est la mutualisation. L'avantage du SaaS par rapport au on-premise, c'est que plutôt que de déployer une instance par client qui va devoir mettre en face les ressources techniques et donc la consommation de ces ressources, nous on parle de serveurs d'inférence avec de la GPU, de la carte graphique, des choses qui sont assez lourdes, des disques durs, des bases de données qui peuvent être conséquentes. La mutualisation et la gestion, surtout l'exploitation des ressources, à partir du moment où on fait de l'asynchrone, ce que nous on prône auprès de nos clients, on est en capacité derrière de mettre en place des cron et donc de couper les machines quand on n'en a pas besoin et donc de mettre sur de courtes périodes des ressources conséquentes qui vont consommer moins parce qu'elles sont suffisamment dimensionnées et parce que la mutualisation de tous les besoins est plutôt vertueuse dans ce sens-là. Donc on a encore cette volonté des SIH que je comprends, de conserver au plus près d'eux, on-premise, l'ensemble des softwares qui vont gérer. À partir du moment où derrière on a un cloud souverain, qu'on est sur du cloud français, des choses comme ça, nous on est en capacité en tant qu'éditeur, avec toute l'éco-conception qui va bien, parce que c'est notre démarche aussi, enfin je veux dire peut-être pas la démarche de tout le monde, en tout cas c'est la nôtre, de pouvoir participer au fait d'être plus frugal, grâce à la mutualisation dans le SaaS. Et le SaaS asynchrone, ça se développe bien? En fait, il faut relativiser le besoin. De dire, est-ce que vous avez véritablement d'avoir la donnée en instantané? Nous, on traite des repas. Quand un repas est analysé, finalement, on n'a pas besoin de l'information avant le lendemain matin, à l'arrivée des diététiciens dans le CH. Donc, en fait, on peut traiter la nuit, en batch, et se dire, le repas du matin, du midi et du soir, si on traite tout en même temps le soir, de toute façon, la donnée de l'analyse de la prise alimentaire de la veille va être traitée le lendemain matin. Donc on n'a pas besoin en fait de le faire en asynchrone. On s'était posé la question au départ, on embarque des téléphones mobiles, est-ce qu'on met l'IA dans le téléphone mobile? Mais en fait c'est consommateur de beaucoup trop de ressources. Et derrière, nous, on veut éviter d'utiliser le réseau mobile, parce que dans les hôpitaux, il y en a finalement assez peu. Et donc voilà, on a mis en place des notions de compression sur les images. On enregistre au final des photos beaucoup moins conséquentes en termes de taille, on les compresse. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire pour être frugal et économe, que ce soit en énergie ou même juste en ressources et en économie, quoi. Ouais. Je ne sais pas si Nathalie Boudinière voulait rebondir justement sur ce témoignage intéressant. Je pense que monsieur a cité beaucoup de bonnes pratiques en fait. C'est sûr qu'au niveau d'un établissement, faire appel au cloud plutôt que stocker des informations sur un serveur dans l'établissement, ce sera forcément plus efficace parce que le cloud a beaucoup plus de moyens, comme on l'a vu, c'est très démonstratif, beaucoup plus de moyens pour faire plus efficace avec moins d'énergie. Mais pas forcément synchrone, ce qui est très consommateur d'énergie derrière. D'autres questions, remarques ou témoignages, c'est ouvert à tout. Ou alors on est sur des pratiques écologiques extraordinaires. Pas de questions? Une fois, deux fois, trois fois, écoutez, merci. On peut applaudir en tout cas nos participants à cette table ronde. Et ce chiffre, que je rappelle, la santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est plus que l'aviation civile. Voilà, merci. Fin de cette table ronde.